Monsieur le député, bonjour et merci de nous recevoir à Aveyron TV. C'est la première pour un homme politique pour nous. Bonjour, ravi d'être le premier à répondre à votre invitation, donc merci d'avoir pensé à moi. Alors on va parler un petit peu de vous et du département de l'Aveyron et également de vos fonctions. Donc vous êtes né en 69 dans le Limousin. La première question, qu'est-ce que c'est qui a amené un Limousin à venir s'installer en Aveyron ? Ouais, en fait, je n'ai fait que naître dans le Limousin. Ouais. Je suis né à Saint-Thierry-la-Perche, c'était la maternité la plus proche du lieu où vivaient mes parents à l'époque. Ils étaient commerçants en Dordogne. Et donc voilà, donc je n'ai fait que naître à Saint-Thierry-la-Perche. Et ensuite, donc, mes parents, tous les deux originaires de la Lozère, ont voulu se rapprocher de leur département d'origine. Et donc, ils sont arrivés à Sainte-Geneviève-sur-Argence à l'époque, où ils ont ouvert un commerce. Et puis un an après, ce commerce, ils l'ont déménagé à Laïol. Et j'ai grandi à Laïol à partir de 5-6 ans. Donc par la naissance, on peut dire que vous êtes de souche aveyronnaise. En tout cas, j'ai grandi à Laïol, voilà, j'y ai mes attaches, j'ai encore mon frère qui est commerçant dans ce beau village. Et effectivement, c'est sur les plateaux de l'Aubrac que j'ai passé mes années d'enfance pour partie, et puis surtout mes années d'adolescence, et je continue à le parcourir, ce Nord-Aveyron encore tous les jours pratiquement où je suis en Aveyron désormais. Alors on aura l'occasion d'en reparler dans quelques secondes. Vous avez été du côté de Montpellier, vous avez fait pas mal d'études, notamment sur le métier d'avocat. Qu'est-ce que c'est qui vous a attiré un petit peu vers ce monde de la justice ? J'ai fait mes études d'abord à Laïol, j'étais au collège, et puis ensuite donc, je suis venu au lycée à Rodez. Et quand je suis au lycée à Rodez, je suis dans une filière technique. À l'époque, on appelait cette filière le bac F8. Voilà, donc c'était un bac technique qui était souvent destiné à ceux qui voulaient passer des concours dans les métiers médicaux ou paramédicaux. Donc moi je voulais être infirmier, donc je fais ce bac F8 afin de passer mon concours d'entrée à l'école d'infirmier. Et puis c'était une formation très diverse, très variée, avec des matières, comme je viens de le dire, très différentes les unes des autres, et il y avait du droit qui était enseigné donc, dans cette filière F8. Et ma prof de droit me dit, à l'occasion donc de ces études, elle me dit qu'elle pense que j'ai voilà, une certaine qualité pour le raisonnement juridique, pour l'appréhension des choses du droit. Et donc j'arrive en terminale, je passe mon bac, et puis là, donc voilà, j'hésite entre passer mon concours d'infirmier et puis embrasser cette profession paramédicale, ou bien de tenter la fac de droit, comme le suggérait cette prof que j'avais rencontrée. Donc je tente une première année de droit, que je réussis, puis ensuite ça s'enchaîne donc à Montpellier, à la fac, où j'obtiens un diplôme de DESS à l'époque, un diplôme d'études supérieures en droit du travail. Et je passe mon concours d'avocat, mon concours d'entrée à l'école d'avocat, que je réussis également. Donc là, je me dis, voilà, donc je vais devenir avocat, ce qui n'était pas du tout écrit d'avance. Donc en tout cas, c'était pour moi la possibilité de revenir travailler en Aveyron, puisque quand on est avocat, il suffit de poser sa plaque à l'endroit où on veut vivre et travailler. Donc moi, comme j'aspirais à revenir dans mon territoire d'origine, donc je me suis installé d'abord à Millau, où j'ai exercé pendant 1 an et demi, puis ensuite à Rodez à partir du mois de juin 1998. D'accord. Donc après, il y a le monde de la politique qui arrive. Vous arrivez comme député en 2017, mais avant vous avez eu d'autres mandats. Là aussi, qu'est-ce que c'est qui vous a impulsé à vouloir vous investir dans la politique aveyronnaise ? C'est Christian Tessèdre qui me sollicite en 2008 lorsqu'il se présente à la mairie de Rodez. Il souhaite que je rejoigne sa liste en tant que représentant de la société civile. Donc c'est ce que je fais. Il me place à 3e place de sa liste, et je deviens donc après son élection le 2e adjoint chargé des sports. Donc ça c'est mes premiers pas en politique. Dans la foulée, il y a les élections sénatoriales. C'est Anne-Marie Escoffier, ancienne préfète, qui revient en Aveyron lorsqu'elle prend sa retraite, et puis
Elle se présente au sénatorial, elle me demande d'être son suppléant. Elle est élue sénatrice, donc je suis son suppléant, et puis elle va être appelée donc au gouvernement entre 2012 et 2014, ce qui me donne l'occasion d'accéder une première fois au travail parlementaire, mais au Sénat. Voilà, donc là je prends goût au travail législatif, et je me présente en 2017 en tant que député. Je suis élu et je viens d'être réélu donc en 2022. Voilà. Aujourd'hui, vous faites partie de la majorité présidentielle. Quel est le travail d'un député, notamment au niveau de Paris? Est-ce que c'est compliqué, des fois, d'amener les valeurs aveyronaises dans l'hémicycle ou autour, dans les autres politiques, dans le gouvernement, de parler de l'Aveyron? Bon, déjà, quand on dit qu'on vient de l'Aveyron, quand on s'exprime avec l'accent qui est le nôtre, il y a plutôt une bienveillance autour de nous. Parce que c'est vrai que le département est bien connoté, et que les élus, de manière générale, de ce département, ou tous ceux qui s'engagent dans ce département, ont plutôt une bonne image. Donc voilà, donc c'est pas une difficulté particulière, au contraire même, je trouve qu'il y a plutôt des portes qui s'ouvrent quand on vient d'un département comme le nôtre, et quand on porte les valeurs qui sont les nôtres. Après, être député, être élu, c'est un engagement personnel qui est très fort. Moi, on me disait toujours qu'il ne fallait pas faire honte. Et pour ne pas faire honte quand on est aveyronnais, c'est travailler. C'est être reconnu pour son travail, pour son engagement, pour ses valeurs. Donc voilà, donc ça oblige à être très présent sur les dossiers, ça oblige à être très présent dans l'exercice de son mandat, que ce soit à Paris ou que ce soit en Aveyron, dans sa circonscription, et lorsqu'on n'est pas à Paris. Donc voilà, donc c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, mais voilà, mais c'est un vrai plaisir. Alors là, vous dites, c'est presque facile d'amener les couleurs du département à Paris. Est-ce que dans l'autre sens, c'est un petit peu plus compliqué d'amener les couleurs, on va dire, gouvernementales, et de faire comprendre aux Aveyronnais les décisions du gouvernement qui sont prises à l'heure actuelle? De manière générale, c'est jamais toujours facile de porter un bilan, de ramener sur son territoire donc des textes qui ont été votés à Paris dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Parce que déjà c'est un problème de communication. C'est-à-dire qu'avant que nous on rencontre les gens sur le marché et qu'on puisse leur expliquer les sujets en profondeur, il y a souvent eu les médias qui sont passés par là et qui ont souvent caricaturé les prises de position des uns, les prises de position des autres, ce qui a été voulu par certains, ce qui a été critiqué par d'autres. Donc voilà, donc quand on arrive sur le terrain sur des sujets, souvent nos concitoyens ils ont déjà une idée préconçue, prémâchée, par des médias qui ne font pas toujours des cadeaux à la majorité, et qui ont parfois une vision un peu subjective des choses que l'on fait pour nos concitoyens. Mais voilà, mais c'est un travail qu'il faut faire après quand on est sur le terrain, quand on rencontre nos concitoyens. Il faut être dans la pédagogie, expliquer les raisons pour lesquelles on essaie de trouver des équilibres. Essayer de faire partager nos convictions auprès de la population, voilà, ça c'est le travail du quotidien d'un élu qui travaille à Paris 3 ou 4 jours par semaine et puis ensuite qui vient rendre des comptes auprès de la population sur le terrain. Alors on le voit à travers votre page Facebook, quand vous revenez en Aveyron, vous êtes un petit peu partout, on va dire, très présent au niveau des entreprises, au niveau des associations. Ça demande beaucoup de sacrifices sur la vie familiale, tout ça quand même, non? Oui, je le disais à l'instant, c'est quand on s'engage en politique, il y a un engagement personnel qui est très fort, qui est très prenant, et bien évidemment qu'on le fait au détriment de beaucoup de choses, de sa vie privée, de sa vie personnelle, de sa vie familiale. Voilà, ce sont des choses qui ne sont pas toujours faciles à vivre, et que nos concitoyens parfois ne mesurent pas toujours. Maintenant, on est quand même dans un département où la population que l'on rencontre tout au long de la semaine comprend quand on ne peut pas honorer une invitation, les gens comprennent qu'on ne peut pas être partout, et que parfois on a aussi des impératifs qui font qu'on ne peut pas répondre toujours présent. Mais vous l'avez dit, moi j'essaie de répondre au maximum aux sollicitations qui me sont faites. Parce que c'est important qu'on soit auprès des gens, qu'on puisse rendre compte encore une fois du travail que l'on fait, mais qu'on puisse aussi honorer par notre présence un maire qui inaugure
un bâtiment sur sa commune, une association qui tient une assemblée générale, ou bien une entreprise qui inaugure un nouvel investissement. Donc voilà, c'est important. Voilà, il faut être auprès des gens, il faut être auprès des forces vives, il faut être auprès de la population. Et je crois qu'encore une fois, c'est dans ce territoire... on a encore le sens des valeurs, des réalités, si nous sommes des pragmatiques, si les choses sont contenues et tenues. Ben c'est peut-être aussi parce qu'on a une classe politique de manière générale qui est très présente et très proche de notre population. Alors, 2 questions sur l'avenir. Le député, comment il voit l'avenir au niveau de l'État, au niveau de la France, dans les années à venir? Quand on se compare, on a plutôt tendance à se rassurer parce que finalement la France réussit pas trop mal dans un contexte international où il y a beaucoup d'économies qui sont en difficulté, il y a beaucoup de populations qui traversent des crises sociales importantes. Mais il ne faut pas s'en satisfaire. Je pense que nous sommes aujourd'hui de plein fouet rentrés dans une crise économique qui est liée à l'inflation, qu'on sait que les mois qui se profilent vont être difficiles, puisque d'ores et déjà le gouvernement ou le président de la République a préparé la population française à des sacrifices et des concessions que nous serons amenés à faire dans les semaines et dans les mois qui viennent, pour faire face, encore une fois, à une situation internationale qu'on n'a pas choisie, qui nous est imposée, qui est celle de la guerre en Ukraine, et de toutes les conséquences que cela engendre. Mais je crois que voilà, la France a su surmonter des épreuves tout au long de son histoire et saura se retrouver, jouer collectif pour surmonter celles qui se profilent et celles qui sont déjà effectives, puisque, on le sait, l'inflation qui touche déjà nos concitoyens touche durement ceux qui sont déjà en difficulté, fragilisés par des parcours compliqués, par des précarités de vie. Donc voilà, donc ce sont des moments difficiles qu'il va falloir que collectivement on puisse aborder. Et votre regard sur l'Aveyron, sur les années à venir? Moi je suis d'une nature optimiste. Je pense que l'Aveyron a beaucoup d'atouts pour justement relever tous les défis qui sont ceux du monde, qui sont ceux de la France, qui sont ceux de l'Europe. Sur le plan environnemental, on a des atouts extraordinaires. On est sur une agriculture qui est la plus durable de France, et on sait que l'agriculture en France est la plus durable du monde. On a des entreprises qui ici sont très innovantes. Alors c'est vrai qu'on a les difficultés que l'on connaît à la Bosse, que l'on connaît à la SAM, mais on a à côté beaucoup de PME, d'entreprises de taille intermédiaire qui se développent parce qu'elles sont dans des secteurs très innovants, et l'innovation porte justement l'investissement, et l'investissement porte la croissance. Donc je suis assez optimiste sur le plan économique. Sur le plan démographique, là aussi il faut qu'on réussisse le pari qui est celui de la démographie. Comment on fait venir de nouveaux habitants sur notre territoire aveyronnais. Là, on sait qu'on a des enjeux qui sont très très importants, mais je pense que c'est le moment de la ruralité. On voit bien d'ailleurs qu'il y a un début de démétropolisation. C'est-à-dire qu'on a certains de nos concitoyens qui quittent les métropoles parce qu'on y vit de moins en moins bien dans les métropoles. Et la crise environnementale, la crise sanitaire accélère ce phénomène. Et je pense que l'Aveyron, encore une fois, avec tous ses atouts, la beauté de ses paysages, ces centres-bourgs qui sont très dynamiques, peuvent justement être des lieux où cette population, où ces populations auront tendance à venir s'installer. Voilà. Mais il faut que chacun, on travaille ensemble, c'est-à-dire le département faire la promotion de notre territoire, nous, les élus nationaux, avoir des politiques nationales d'accompagnement de ces populations, de territoires où on est au chômage, vers des territoires où justement on a besoin de trouver de la main-d'œuvre, les communautés de communes, les mairies, pour trouver le moyen de loger ces nouvelles populations, trouver des moyens de leur assurer une mobilité sur un territoire qui est très vaste. Donc voilà, il y a tous ces enjeux qu'il faut qu'on puisse mener collectivement sur ce territoire pour relever ce grand défi démographique. Les dernières petites questions. Stéphane Mazard a-t-il un regret à ce jour depuis son investissement dans la politique? Non, j'ai pas de regret, si ce n'est parfois d'être de pas assez bien communiquer, mais au niveau national, et après nous de le décliner au niveau local. Vous savez, en politique, on a l'habitude de dire, enfin nous on a l'habitude de dire que le plus difficile finalement c'est le dernier kilomètre. C'est-à-dire que nous, on a l'impression de voter des lois utiles, des lois importantes, des lois qui peuvent changer la vie des gens,
Sauf qu'après, on s'aperçoit que le dernier kilomètre, il n'est pas toujours franchi. Et nos concitoyens n'ont pas toujours le sentiment que ce que l'on fait à Paris, c'est utile dans leur quotidien. Et ça change leur vie. Voilà. Alors quand on est face à eux, quand on rentre en discussion avec eux, on arrive à leur faire toucher du doigt, mais c'est vrai que c'est parfois un problème de communication à distance, c'est qu'on a du mal à faire. Peut-être. Oui, la distance. Et puis vous savez, il y a une expression qui dit que aliment avalé n'a plus de goût. C'est-à-dire que quand on fait des choses positives, nos concitoyens, mais c'est naturel, hein, moi je le fais également, hein, on a tendance à l'oublier. Et on est dans la revendication du coup d'après. Voilà. Donc ça, c'est vrai que parfois on a du mal à imprimer dans l'esprit des gens que ce que font les politiques, finalement ça change bien leur quotidien. Enfin, en tout cas, nous on fait tout pour que ça change en mieux leur quotidien. Et de l'autre côté, le point le plus positif pour vous, depuis votre début de carrière? C'est la reconnaissance, et notamment à l'occasion des dernières élections, c'est-à-dire que les gens m'ont refait confiance, m'ont retémoigné leur confiance, donc ça veut dire quand même que les engagements que j'avais pris en 2017, je les ai tenus, et nos concitoyens m'en ont fait crédit. Et ces engagements, c'est les mêmes d'ailleurs que je tiens pour les 5 ans qui viennent, c'est celui d'être un député travailleur, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui ne fait pas honte à ceux qui ont voté pour moi, et tous les autres également. Donc je travaille, je suis un député actif, très présent à l'Assemblée nationale, dans les travaux législatifs, mais aussi un député de terrain, en proximité avec les gens, et j'essaie de répondre au maximum à leurs demandes lorsqu'ils viennent à ma permanence qui est ici, là où nous sommes aujourd'hui, ou lorsque je suis sur le terrain, aux 4 coins de cette circonscription, dont j'ai l'habitude de dire d'ailleurs, souvent dans mes prises de parole, que c'est sûrement la plus belle circonscription de France. C'est vrai. Juste pour finir, vous me direz si ma mémoire me fait défaut, vous aviez dit à un moment donné que c'était peut-être votre dernier mandat comme député. Est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce que vous avez d'autres perspectives pour l'avenir ? Moi, je fais partie de ceux qui étaient favorables à un projet que portait Emmanuel Macron, d'ailleurs en 2017, et qu'on n'a pas pu mettre en place dans le cadre d'une réforme constitutionnelle qu'on n'a pas eu la possibilité de mener jusqu'à son terme. À savoir de ne pas cumuler des mandats dans le temps au-delà de 3. Et je disais même que moi je pouvais très bien m'appliquer deux mandats de député consécutifs. Donc voilà, mais en tout cas je pense qu'il faut qu'on ait une limitation des mandats dans le temps, parce que, encore une fois, l'engagement politique, c'est un temps donné, ça ne doit pas devenir un métier, ça ne doit pas devenir une rente, et je pense qu'il est bon aussi qu'une classe politique fasse la place à une classe qui émerge derrière. Voilà, donc je pense que c'est sain pour la démocratie qu'il y ait un renouvellement du personnel politique. Donc voilà, donc là c'est mon deuxième mandat que je débute, on verra à la fin de ce second mandat, mais je suis encore une fois pour une limitation du cumul des mandats dans le temps. D'accord. Eh bien, écoutez, monsieur le député, merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre permanence. Et puis, on aura certainement l'occasion de vous revoir et de vous suivre, bien évidemment, tout au long de ces années. Voilà. Mais merci à vous. Merci pour votre visite à ma permanence. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci.